Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'on peut démarrer? Oui. Oui, donc voilà, l'article, la première page de l'article est là. C'est du journal de neurosciences, un facteur d'impact à 4, je disais, 4.4. Et si vous voulez une manière d'avoir une référence, c'est que Nature, c'est 50, Science, c'est 40. Donc on est quand même dans des journaux qui sont un peu bas, mais ils font un travail, moi, que je qualifierais de vraiment intéressant. Ce sont essentiellement des Américains. Et donc, le titre de l'article, c'est l'inhibition de kinase Rho. Alors, ROC1 et ROC2, peu importe les noms, les petits noms chimiques, sont des objectifs thérapeutiques pour réactiver le gène de la frataxine dans la taxide Friedreich. Donc, l'inhibition de kinase, ça peut être une cible thérapeutique pour réactiver un gène qui est en fait réprimé, comme on dit, inhibé, et le gène de la frataxine dans la taxide Friedreich. Je fais 2-3 rappels biologiques parce que ça me paraît utile. Donc, on est d'accord que le passage de l'ADN à l'ARN qui se fait dans le noyau s'appelle la transcription. Et le passage de l'ARN à la protéine qui se fait dans le cytoplasme s'appelle la traduction. Alors, vous avez une forme sur une seule échelle à gauche et une forme un peu deux échelles à droite. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que depuis les années 90, on sait qu'il y a des petits bouts d'ARN qui viennent potentiellement inhiber l'ARN messager en l'amenant dans un processus de catalyse, en fait, de destruction. Et c'est ce qui va être utilisé dans ce travail de manière un petit peu industrielle en chaîne, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une kinase? C'est une enzyme qui catalyse une phosphorylation. Alors, une enzyme, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine, en fait, qui va, en se liant à son substrat, à sa cible, qui va accélérer, majorer une réaction biochimique. Souvent en abaissant le niveau d'énergie nécessaire et ou en rapprochant des structures, la structure de la molécule qui permet justement d'accélérer les interactions moléculaires. Et donc, la phosphorylation, qu'est-ce que c'est? C'est transférer un groupe phosphate de l'ATP vers un substrat ou une cible, ou la cible enzymatique. Et en fait, cette phosphorylation de molécules, là, vous avez le schéma à droite, eh bien, ça induit des interactions moléculaires de manière extrêmement importante. Et donc, c'est là-dessus que les auteurs pensent, veulent agir, puisque ces kinases, en tant qu'enzymes, favorisent les interactions moléculaires qui interviennent dans la suite de commandements amenant à la réalisation d'une synthèse protéique ou d'une inhibition protéique. Voilà, j'ai pris. Alors, il y a 50, vous avez sur le net, hein, c'est ce que j'ai fait pour construire ce diaporama. Vous avez 50 schémas de protéines kinases, des interactions au milieu d'une chaîne de réaction, en fait. Et bien entendu, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, puisque les kinases interviennent dans les processus de construction d'une chaîne d'activation, ça a été au départ beaucoup travaillé en cancérologie, parce que les cellules sont activées un peu en permanence en cancérologie. Et assez rapidement, on s'est dit il faut construire des inhibiteurs des kinases, puisque si on inhibe la chaîne de commandement moléculaire, d'interaction moléculaire, on peut entraver cette activation permanente des cellules cancéreuses. Mais c'est un système qui est qui intervient dans plein de chaînes moléculaires du métabolisme cellulaire. Et
bien entendu, la question est de savoir sur quelle kinase il faut agir pour inhiber ou activer telle ou telle chaîne métabolique. Donc là, je vous ai pris un schéma sur le net, hein, peu importe, qui concerne ce qui se passe après l'activation via l'adrénaline, mais vous avez les mêmes choses en cancérologie, en réaction métabolique, etc. Alors, dans leur introduction, là, je vous ai fait des copier-coller du papier lui-même, hein. Et si on traduit littéralement cette phrase, donc en 2023, le premier traitement pour l'ataxie de Friedreich a été approuvé par l'agence américaine de délivrance des médicaments pour les patients de 16 ans et plus. On l'a bien compris, puisqu'on en bénéficie en France depuis un an, c'est l'omaveloxolone, donc le Skyclarys, qui interagit, qui est une petite molécule qui va interagir en activant NRF2, qui est une molécule de régulation quand existe un stress oxydant. Le stress oxydant étant avéré dans l'ataxie de Friedreich par le dysfonctionnement mitochondrial. Et donc, c'est un gène qui tient sous sa dépendance d'autres gènes qui vont inhiber les molécules du stress oxydant. Et ce que ça a montré, on le sait, c'est une amélioration au moins transitoire de la fonction neurologique. Mais on comprend bien, c'est leur dernière phrase sur cette introduction, c'est qu'on agit sur un des effets du déficit en frataxine, mais on n'agit pas sur le déficit en soi. Donc, ça ne peut pas être une molécule qui amène à une guérison de la maladie. À l'inverse, l'approche qui consiste à faire en sorte que le gène de la frataxine qui est inhibé du fait des répétitions GA au début du gène, bien entendu, c'est une approche thérapeutique qui corrigerait le fond du problème, hein, et qui ne s'intéresserait pas à ce qui se passe en aval de la mitochondrie, mais en amont, dans l'idée de corriger donc le déficit quantitatif en frataxine. Et donc, s'il existe des activateurs et ou des répresseurs de l'expression du gène, donc la transcription en passant de l'ADN frataxine à l'ARN frataxine, si on peut jouer sur ces facteurs qui régulent l'expression de la frataxine, eh bien, on peut avoir un traitement de fond, un traitement qu'on appelle étiologique, et pas un traitement symptomatique comme les LOMAV, en fait. Et donc, si on comprend que globalement, les activateurs ou les répresseurs de gènes peuvent passer par des kinases, eh bien, on a potentiellement des moyens thérapeutiques, puisque, comme je vous l'ai évoqué, les kinases sont depuis 30 ans beaucoup ciblées par l'industrie pharmaceutique, puisqu'on a beaucoup d'espoir en termes de régulation du métabolisme cellulaire en cancérologie, mais aussi dans d'autres maladies. Et le fait est que dans ce travail, les auteurs n'ont pas perdu de vue que il fallait travailler sur les kinases régulatrices de l'expression du gène de la frataxine, il fallait aussi penser à l'action thérapeutique sur ces kinases, et donc ils ont combiné à la fois j'étudie les kinases, mais aussi j'étudie les kinases pour lesquelles il y a déjà des médicaments qui existent, des médicaments qui régulent à la hausse ou à la baisse l'activité de ces kinases. Donc, c'est la dernière phrase, hein, les résultats de notre travail identifient des kinases pour lesquelles il y a des molécules qui ont déjà été approuvées par l'Agence de régulation américaine, des petites molécules inhibitrices. Et donc, si vous inhibez un inhibiteur, parce que dans ce contexte-là, on parle de kinase qui inhibe la synthèse du gène de la frataxine, et bien, si on inhibe un inhibiteur, on comprend qu'on libère l'activité du gène de la frataxine. Alors, j'ai repris une diapo d'une précédente séance de LCA, celle de janvier 2024, donc on est à un an et demi plus tard.
Pour mettre en schéma ce que je viens de dire assez longuement, c'est que chaque étape du métabolisme cellulaire a des amplificateurs et des inhibiteurs. Et bien entendu qu'une réaction, quand elle se met en œuvre, elle est la résultante d'amplificateurs et d'inhibiteurs. Et là, dans ce papier, c'est comment on peut inhiber les inhibiteurs pour que l'ADN de la frataxine soit bien transformé en ARN, qui est le principal problème, en fait, du fait des GAA répétitifs, et puis de l'ARN en protéines. Alors, vous allez voir une succession de textes. J'ai fait une traduction de l'article en français et puis de figures. Et la première étape, qui est l'étape fondamentale du papier, c'est d'essayer de déterminer quelle kinase, parce qu'on parle de centaines d'enzymes en fait, dans les cellules, quelle kinase peut être concernée dans l'inhibition du gène de la frataxine. Alors, pour faire ça, ils se sont arrangés pour injecter dans la cellule des inhibiteurs des ARN messagers, qui sont en fait des petits fragments d'ARN qui amènent l'ARN principal vers son catabolisme. C'est ce qu'on appelle en anglais les shRNA. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des cellules totipotentes, donc des cellules primitives à potentialité multiple, issues d'un patient présentant une AF. À titre d'information, le patient source de ces cellules totipotentes avait un nombre de répétitions de GA entre 330 sur un allèle et 380 sur le deuxième allèle. Et donc, on utilise une inhibition en série des ARN messagers des kinases en injectant des petites fractions d'ARN messagers qui vont venir en fait se coller à ces ARN messagers de kinase pour les conduire vers leur destruction. C'est un système de régulation des ARN messagers qui a été encore une fois bien décrit à partir des années 90 et beaucoup utilisé en biologie cellulaire. Et donc, à titre d'information, ils ont injecté, si je puis dire, c'est pas qu'injecté, mais bon, injecté 4518 petits fragments d'ARN inhibiteurs visant à inhiber 781 kinases ou d'autres ARN messagers liés aux kinases, en fait. Donc, vous voyez, c'est un espèce de screening, une espèce de tri visant à inhiber des inhibiteurs très largement dans la cellule. Et faisant ça dans des cellules totipotentes de patients AF, ils se sont aperçus que certaines refabriquaient de la frataxine, donc la protéine frataxine. Donc on est après la transcription ADN vers ARN et après la traduction ARN vers protéine. Et en fait, ils ont marqué ces cellules par des anticorps fluorescents qui allaient se fixer sur la frataxine. Et ils ont passé ça dans ce qu'on appelle un appareil de cytofluorométrie, où les cellules passent les unes derrière les autres dans une gaine liquide et sont repérées par un laser, par leur niveau de fluorescence. Et ils ont pris, dans ces cellules qui passent devant un faisceau laser, celles qui étaient les plus brillantes en fluorescence, sous-entendu celles qui exprimaient le plus de frataxine, sachant qu'au départ, ces cellules de patients, donc elles en expriment peu. Et quand on va sélectionner donc ces 0,2% des plus brillantes par cytofluorométrie, c'est le troisième point de cette diapositive, et qu'on va regarder quelles sont les kinases inhibées, et qu'on va réfléchir d'emblée à, parmi les kinases inhibées, quelles sont les kinases qui sont accessibles à l'action de médicaments, eh bien, on tombe sur 8 qui sont franchement inhibés, et vous avez la liste en avant-dernier point de cette diapositive. Alors, je suis incapable de vous traduire qu'est-ce que veut dire ces abréviations de kinase, mais je vous rassure, je ne veux pas être le seul. Et bien entendu, sur ce genre d'article, vous avez tout à la fin, tout au début, un lexique qui vous rappelle ce que veulent dire ces différentes abréviations. Peu importe.
Le fait est que ces 8 ensembles, dans la suite du papier, si vous vous le procurez, et si vous voulez qu'on vous le procure, il n'y aura pas de difficulté, eh bien, elles sont appelées tout ensemble des kinases répresseurs au féminin du gène de la frataxine. Alors, ce n'est pas le gène directement, hein, c'est les ARN qui sont amenés à être détruits. Voilà en un schéma cette première étape de sélection des cellules dans lequel on a inhibé 8 kinases et dans lesquelles on a vu ressurgir, refabriquer à de forts taux, de taux intéressants, la frataxine. Et vous avez à ce propos, sur le schéma B et le schéma C, enfin la figure B et la figure C, cette effectivement recroissance de la synthèse de frataxine, en tout cas la réalité de la quantité de frataxine. Vous avez sur la figure B, dans ces cellules totipotentes sélectionnées par cytofluorométrie, ce qui se passe dans des cellules normales, c'est la barre grise. Ce qui se passe quand on injecte à la cellule du patient rien du tout, un placebo en fait, hein, on injecte des ARN qui ne sont pas les bonnes cibles. Et puis, les histogrammes à côté sont les niveaux de synthèse de frataxine en fonction des différentes kinases inhibées. Et vous voyez que globalement, ces différentes kinases inhibées sont sources comparativement à la deuxième barre, qui est la cellule malade sans qu'on inhibe quoi que ce soit. On a une recroissance importante de la quantité de frataxine synthétisée. Et si vous prenez le troisième inhibiteur, ou si vous prenez le dernier inhibiteur, on a un niveau de synthèse de frataxine qui est équivalent à la cellule normale. Alors, est-ce que c'est bien de la protéine dont on parle? C'est ce qui est représenté sur le schéma C. Hein, le B, c'est de l'augmentation proportionnelle. Le C, c'est la quantification des protéines. Et donc, vous avez la quantification de protéines frataxine sur la ligne du dessus, avec les mêmes inhibiteurs pour chaque condition. Et en dessous, vous avez en fait un gène témoin. Bien entendu, ce qu'il ne faudrait pas voir, c'est une inhibition, une activation sur d'autres gènes. Donc là, on a pris un gène du cytosquelette de la cellule. On s'aperçoit que les inhibiteurs de kinase ne modifient pas la synthèse d'une protéine du cytosquelette qu'on appelle là, dans ce schéma, TUBA. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une extrême spécificité, ça veut dire qu'on a un témoin qui montre que ce n'est pas tout et n'importe quel gène qui est modifié. Alors, comme je vous ai dit, ils ont fait ça au départ sur des cellules totipotentes. Et ces cellules totipotentes, et c'est l'intérêt de savoir qu'elles sont totipotentes, c'est qu'on peut les transformer in vitro par des cultures avec des activateurs spécifiques. On peut les transformer en neurones et on peut les transformer en cardiomyocytes. Pourquoi ces deux types de cellules? Parce que, bien entendu, c'est les deux types de cellules essentiellement dysfonctionnelles dans la maladie. Et donc là, sous cette figure, vous avez la différenciation de cellules totipotentes en neurones. C'est la photo en haut à gauche, où on arrive à deviner que les prolongements axonales des cellules et les dendrites au bout, hein, ce qui sert de connexion entre cellules. Et on voit que eh bien, dans ces cellules différenciées en neurones, on a le même effet inhibiteur des inhibiteurs de kinase, avec, là encore, sur la figure C, un niveau de frataxine sous-inhibiteur des inhibiteurs de kinase équivalent au sujet témoin, de la même manière que vous avez en bas
la protéine frataxine qui est bien augmentée comparativement aux cellules non traitées et avec une quantité de frataxine équivalent au sujet sain, alors que, encore une fois, la protéine tuba du cytosquelette n'est pas impactée par ces inhibiteurs de kinase. Ça, c'est sur les neurones, et vous avez la même figure sur les cardiomyocytes. Alors, encore une fois, c'est un autre processus de différenciation in vitro, ce sont d'autres activateurs permettant cette différenciation en cardiomyocytes, mais on a globalement les mêmes résultats, c'est-à-dire que quand on inhibe certaines kinases, eh bien, enfin les mêmes kinases, on a une recrudescence de la synthèse de frataxine, ce sont les schémas F et G, et la frataxine n'est pas d'autres protéines telles que celle du cytosquelette. Donc, à la fois, le processus d'émission des kinases, les 8 en question, est actif sur la cellule totipotente, mais c'est une action qui n'est pas perdue dans la différenciation cellulaire. Et c'est important, hein, parce que dans la différenciation cellulaire, il y a toute une machinerie différente qui se met en place, qui explique bien entendu la différence morphologique et fonctionnelle entre un neurone et une cellule du cœur. Alors, donc ces inhibiteurs de kinase, hein, qu'on appelle ROC là ici, peu importe, parce que les ROC sont les kinases qui sembleraient qui sont les plus faciles à atteindre par les produits pharmacologiques disponibles. Quand on les inhibe, ces kinases qu'on appelle ROC, eh bien en fait, non seulement on a un gène frataxine qui marche mieux puisqu'on obtient plus de frataxine, mais on améliore le fonctionnement de la mitochondrie, autant dans les neurones que dans les cardiomyocytes. C'est quelque chose qui... alors, je vous ai fait un copier-coller de ce passage du papier parce que, très clairement, hein, les auteurs sont intéressés d'emblée, et je trouve que c'est vraiment un peu ça rejoint notre problématique des groupes de recherche de la FAF qui cherchent à faire du repositionnement médicamenteux. Et donc, les inhibiteurs de kinase qui sont étudiés là, enfin, les kinases qui sont étudiées là sont celles qui sont particulièrement visées par des molécules qui sont déjà sur le marché ou qui sont très avancées en termes d'une AMM qui viendrait. Et donc, on parle du nétasudil, du belumosudil. On sent que c'est une famille de molécules assez proches, du fasudil et ripasudil, et donc qui sont des inhibiteurs de kinase déjà repérés dans d'autres pathologies, et notamment de pathologies neurologiques ou pathologies cardiovasculaires. Donc on comprend bien qu'on est dans un système de pensée et de réalisation pharmacologique qui concerne des pathologies telles que l'AF. Et donc vous avez sur ces schémas eh bien, en haut, l'expression de la frataxine dans les cellules avec ces inhibiteurs de kinase commercialisés, le fasudil, le belumosudil, le ripasudil. Et vous voyez que sur les cellules indifférenciées, les iPSCS, comparativement aux cellules de patients avec l'inhibiteur, on se retrouve avec des niveaux de synthèse de frataxine qui sont équivalents. On retombe sur les mêmes immunoblots à droite qui montrent bien la synthèse de frataxine et rien de modifié sur la protéine cytosquelette. Et on a ce même genre de résultat sur les neurones à droite et sur les cellules musculaires en bas à gauche, la figure C. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, puisque ce sont des molécules pharmacologiques disponibles, on les teste à différentes concentrations et on a une très jolie courbe de relation dose, ou plutôt concentration effet biologique. C'est la courbe de la figure D. Vous avez en abscisse les concentrations en mol des différentes molécules testées et en ordonnée les ARN messagers de la frataxine. Et on voit qu'on a une montée
une belle courbe de pas grand-chose à très faible concentration. Et puis, quand on augmente les concentrations, on se retrouve avec une augmentation des niveaux de frataxine synthétisés. Donc, c'est vraiment intéressant. Non seulement ils ont repéré les kinases qui comptent dans l'inhibition de la synthèse du gène de frataxine, l'inhibition pas de la synthèse du gène, mais de la synthèse, pardon, de l'ARN messager de la protéine. Et les inhibiteurs de ces inhibiteurs qui sont sur le marché reproduisent les mêmes effets. Donc, c'est absolument... Enfin, ça interpelle. Moi, ça m'a vraiment trouvé ça très joli. Et en plus, la courbe dose-réponse que vous avez en bas à droite doit nous interpeller. Alors, puisque on a plus de frataxine dans les cellules qui sont avec ces inhibiteurs de kinase, la question est de savoir si, entre guillemets, la frataxine est normale et fonctionnelle. Et donc, est-ce qu'elle conduit à une amélioration du fonctionnement de la mitochondrie ou des mitochondries qui sont dans ces cellules? Alors, la réponse est oui. Vous avez sur ces schémas ce qui se passe en termes de détection de radicaux oxygénés, donc ceux qui sont toxiques, issus du dysfonctionnement mitochondrial, les résultats de l'aval de la mitochondrie par carence en frataxine. Et vous voyez que ce soit sur les premiers histogrammes à gauche, qui sont les cellules totipotentes, sur les neurones au milieu ou sur les cardiomyocytes à droite, vous avez, comparativement à la cellule malade non traitée, qui est le deuxième histogramme gris, vous avez une réduction des résidus hyperoxygénés, les ROS, dans les trois contextes cellulaires. Et donc, alors, ça ne revient pas totalement au niveau des cellules saines, mais c'est une réduction qui est tout à fait significative. Et je rappelle à l'occasion que, encore une fois, dans la mesure où les hétérozygotes, les parents, ne sont pas visiblement malades, mais néanmoins ont la moitié de la frataxine des gens, entre guillemets, strictement normaux, eh bien, une petite augmentation de synthèse de frataxine permettrait sans doute de réduire, voire de faire disparaître la maladie. Et donc, ce que rapporte ce travail et ces figures, c'est qu'en augmentant, même qu'un petit peu sans doute, les taux de frataxine intracellulaire, en inhibant les inhibiteurs, eh bien, ces médicaments amènent à une amélioration du fonctionnement mitochondrial. Et puis, vous avez aussi d'autres choses qui sont améliorées. Alors, j'ai volontairement supprimé deux étapes de réflexion du papier. En tout cas, je ne vous développe pas tout. Ce qui montre donc, c'est que ces inhibiteurs améliorent la synthèse de frataxine dans les cellules totipotentes et dans les cardiomyocytes différenciés et les neurones différenciés in vitro. Et ils passent dans ce même papier, d'un modèle cellulaire à un modèle animal, puis à un modèle de cellules venant de patients. Ce que montre cette diapositive, c'est les deux titres, en fait. En haut, c'est les inhibiteurs de ROCK réactive, c'est une manière de dire les choses, le gène de la frataxine, améliore le déficit mitochondrial dans des cultures primaires de fibroblastes venant de patients. Les fibroblastes, en gros, c'est les cellules de soutien des tissus, notamment sous la peau. On les prend, on les cultive avec les inhibiteurs dont on a parlé, le fasudil, le belumosudil, qui sont des produits, encore une fois, déjà commercialisés dans certains pays, ou chez nous d'ailleurs, pour certaines indications. Et on voit sur le schéma de gauche que ces inhibiteurs restaurent la production de frataxine, comparativement aux cellules qui ne sont pas traitées, qui sont la DMSO, c'est les cellules pas traitées. Et donc ça, c'est le schéma de gauche à augmentation de l'expression de frataxine, qui devient comparable aux cellules non
non malades, hein, c'est les 3 histogrammes de gauche. Et la figure B, c'est l'activité enzymatique mitochondriale. Alors, il cible une enzyme qui est l'aconitase, en fait, qui intervient au début du cycle de Krebs. C'est une enzyme archi, entre guillemets, connue, et on a tous en tête que le cycle de Krebs, c'est la production d'ATP dans la mitochondrie, donc l'énergie, enfin, la forme d'énergie chimique qu'utilise la cellule qui s'appelle l'ATP. Et donc, il montre que le cycle de Krebs marche mieux, puisque quand vous regardez l'activité conitase donc dans les mitochondries des cellules traitées, on voit qu'on rejoint le niveau d'activité enzymatique des cellules non malades. Et donc, ce travail montre que cette inhibition des kinases, elle-même inhibitrice du gène de la frataxine, est active sur des cellules issues de patients et est active. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez 6 patients testés et que vous voyez que sur ces 2 figures, le 4e patient ne répond pas. Alors, il n'y a pas d'explication très nette à la chose. Ce qui est connu, c'est que selon le nombre de GA, notre capacité à jouer, entre guillemets, sur l'inhibition de l'ADN de la frataxine pour que ça donne de l'ARN est variable. En d'autres termes, les perturbations des copies de transcription de l'ADN en ARN sont plus importantes, on le sait, quand il y a un nombre de copies de GA extrêmement important. Et c'est possiblement ce qui est observable dans ces deux figures. À gauche, la réexpression de la frataxine, la protéine frataxine, n'est pas améliorée par les inhibiteurs de kinase pour le patient 4, de la même manière que l'activité aconitase, donc du cycle de Krebs dans les mitochondries, n'est pas améliorée pour le patient 4 par ces mêmes inhibiteurs. Donc, il y a une hétérogénéité de fonctionnement, enfin plutôt de capacité à régénérer le système selon les caractéristiques propres de chaque patient. Mais sur 6 patients, on en a 5 qui répondent favorablement. Et puis, je ne voulais pas détailler parce que je trouvais que c'était presque moins intéressant, je caricature un peu, que les données chez l'humain, enfin, issues de cellules humaines, mais vous avez dans le modèle animal d'AF une amélioration des taux de frataxine, du dysfonctionnement mitochondrial et une amélioration aussi de la maladie chez les souris. Et donc, j'ai envie de dire, ce papier fait le tour du problème. À la fois, il montre dans le modèle cellulaire que ça s'améliore, on a une augmentation de la frataxine, une augmentation du fonctionnement mitochondrial, mais on l'a aussi dans les cellules différenciées, on l'a aussi dans le modèle animal et on l'a aussi dans les cellules issues directement de patients. Alors, il y a entre guillemets que 6 patients testés, mais les résultats sont extrêmement prometteurs. Et donc, alors je vous ai pris la dernière phrase de la discussion du papier, et donc vous comprenez qu'on s'approche de la fin de la présentation que je me proposais de faire ce soir, c'est que entre les données chez l'animal d'augmentation du taux de frataxine dans les cellules, les données d'amélioration de la fonction mitochondriale dans le cerveau et dans le cœur de ces animaux, ça vient confirmer que les inhibiteurs qu'on prescrit, enfin qui ont été testés, excusez-moi, et qu'on prescrit en fait dans certains cas, diffusent au bon endroit. Ça, c'est fondamental en termes pharmacologiques. Hein. Il faut une molécule active, bon, et puis il faut une molécule qui va au bon endroit dans le corps quand on l'absorbe par voie orale ou quand on l'ingère par voie veineuse, peu importe. Il faut que le médicament trouve sa cible. Or, on sait qu'une des grosses difficultés dans l'AF, c'est d'aller diffuser dans le cerveau, dans les neurones qui dysfonctionnent, et dans le cœur, mais ça, le cœur, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas la barrière hématoménagée autour du cerveau. Et donc, en fait, on a ça, le modèle animal, et on sait aussi que sur les données publiées chez l'humain, on peut traiter des pathologies neurologiques ou des pathologies cardiovasculaires avec ces molécules. Et donc, si on prend tout ça ensemble,
avec les données de ce travail, on peut dire que vraisemblablement les inhibiteurs de kinase pourraient être proposés dans un nouveau champ d'application thérapeutique qui est le traitement de l'ataxie Friedreich. Voilà, je ne sais pas si ça vous a paru trop compliqué, trop rapide, mais en tout cas, s'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors, moi j'en ai plusieurs questions, Pierre-Marie. Oui. Je voulais savoir si le problème, d'un point de vue fonctionnement de l'ataxie de Friedreich, si le fait d'avoir de nombreuses répétitions GA, le problème intervenait dans la transcription ou dans la traduction? Est-ce qu'il y a autant de répétitions de GA dans l'ARN messager, parce que c'est une copie quelque part, ou alors c'est lors de la traduction en protéines frataxines que le problème se pose? Non, c'est dans la transcription. Donc du noyau vers... Ouais. Et donc les kinases... Le passage de l'ADN à l'ARN. C'est là le problème. Il y a une quantité faible d'ARN. Et puis, secondairement, il est possible qu'une partie des ARN soit dégradée et mal utilisée en plus de ça. Indépendamment de la traduction, ça veut dire qu'on a... L'épigénétique soit déréglée aussi, en plus du problème de la transcription qui n'est pas optimale. Mais de ce que j'ai compris, très sincèrement, je pense que c'est un point de transcription qui n'est pas optimale. Parce que l'inhibiteur de kinase, il intervient donc en dehors du noyau, donc avec l'ARN messager, là où il y a déjà peu de frataxine finalement. C'est ça que je comprends? Non. Enfin, alors, pour répondre à cette question, je ne sais pas parce que les auteurs ne détaillent pas, je ne crois pas qu'ils soient capables, en l'état, de détailler où se situe l'inhibition des kinases dans la régulation de la transcription du gène. Mais puisqu'il montre dans le qu'il y a plus d'ARN messager, et de toute façon plus de protéines, c'est que toute la cascade est rétablie. Alors, comme il ne montre pas précisément où agissent l'inhibiteur kinase, je ne peux pas répondre à la question que tu poses, mais ce qui est certain, c'est que puisqu'on a la protéine finale fonctionnelle, la cascade ADN, ARN, protéine est à nouveau fonctionnelle. D'accord, merci. Désolé pour l'écho. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Oui. C'est par rapport à ce que tu as dit avec les différents patients, entre guillemets, que ce soit ou cellules de patients. Est-ce que il y a un seuil de GA? Parce que là, le seuil le GA il est relativement faible par rapport à ce qu'il y a généralement chez les ataxiques qui sont bien au-dessus des 380 de répétition, là, ou 330, parce que c'est celui qui compte, là. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà desquels les deux inhibiteurs de kinase ne fonctionnent plus? On n'a pas cette donnée-là. On n'a pas cette donnée-là. Ce que je peux dire, c'est rappeler ce qu'on avait vu dans un article lu en lecture critique également. C'est que, où ça avait été évoqué, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a un seuil entre 700 et 800 qui n'est pas favorable. Statistiquement, c'est moins bon quand on est au-delà de 700-800 en termes de retentissement sur le métabolisme cellulaire et sur le devenir de la maladie. Il y a un lien qui n'est pas direct, c'est pas une courbe de corrélation qui viendrait en pile poil dans le milieu de l'angle droit entre le nombre de GA et puis le taux de frataxine.
Mais globalement, enfin, on sait tous, hein, je pense qu'il y a une relation nombre de GA, départ précoce et évolution. Et donc, il n'y a que 6 patients testés. C'est important de savoir qu'il y a de l'hétérogénéité, mais 5 sur 6, en tout cas 5 cultures de fibroblastes primaires, c'est-à-dire on prend les cellules, on les met en culture et on teste, 5 sur 6 répondent favorablement. C'est beaucoup, hein. On a 80%, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on a 80% et plus de succès thérapeutique si on traduit ça en performance thérapeutique. Quand je parle de performance thérapeutique, j'insiste, hein, c'est des molécules qui sont sur le marché. Alors, pas forcément tous en France. Le dernier qui a été évoqué a des AMM dans d'autres pays en Asie, voilà, dans les maladies cardiovasculaires. J'ai regardé en découvrant ce papier qu'est-ce qui était fait actuellement en Europe avec ces inhibiteurs. Et il y a 6 ou 7, je ne sais plus maintenant, au moins 6 essais thérapeutiques européens utilisant ces molécules dans des maladies neurologiques ou des maladies cardiovasculaires. Donc on est en plein dedans. Je sais plus quoi. Mais, oui, les accidents vasculaires cérébraux, les angines de poitrine aiguë, enfin les menaces d'infarctus, et effectivement sclérose latérale amyotrophique et Parkinson. Donc, de là à dire que demain, nos centres de référence pourraient monter un projet, il y a un petit peu à faire. Oui, en fait, c'est une de mes réflexions que j'avais en dernier point. Je m'excuse de monopoliser la parole, mais je me dis, à partir du moment qu'on est sur des molécules existantes, peut-être que nos sociétés pharmaceutiques seront moins motivées à lancer des essais cliniques de phase 1, phase 2 ou phase 3 par rapport à l'AF, parce que c'est des molécules qui existent déjà sur le marché, il y aura moins d'argent à faire, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas être plutôt académique dans ces essais cliniques? Pas dans ce cas, parce que ce sont des molécules qui sont récemment sur le marché sur des toutes petites indications. Actuellement, en France, l'une de ces molécules est sur le marché dans la maladie du greffon contre l'hôte, maladie dont j'imagine que vous n'avez jamais entendu parler. Ça concerne une poignée de patients en France. Donc, ça reste des molécules très onéreuses, brevetées, qui elles sont encore sous brevet, donc elles ont un impact économique important. Aujourd'hui, si elles étaient dans 3 ans sur le marché, par exemple dans le Friedreich, elles vaudraient cher encore. C'est pas du repositionnement de vieilles molécules. Ce sont des molécules récentes, onéreuses, qui rapporteront. Le laboratoire a tout intérêt, alors qu'il a encore son brevet, parce que là, c'est récent, ils ont encore leur brevet, d'ouvrir sur d'autres autorisations sur le marché. D'autres indications, en fait. Et en fait, il n'y a plus de... Je caricature un peu. Hein, il n'y a plus de phase 1, phase 2, puisque c'est déjà fait, en fait. Ouais. La pharmacologie de ces molécules est déjà connue. Donc, il n'y a plus de phase 1, phase 2. Alors, il y aura une phase 2-3 pour chercher la bonne posologie, si ça marche, dans le cadre de l'AF. Mais on n'est plus dans les phases 1 et 2 de toxicologie, en fait. Puisque ça, c'est déjà fait, parce que les molécules ont une AMM. Bien, merci beaucoup. C'est très prometteur, en tout cas. Ça va donner du sourire pour la suite. Allez, je vous abandonne, hein, je suis désolé. Pas de problème. Merci à toi. Pierre-Marie, désolé, c'est Stéphane, désolé, j'ai raté le début, j'étais dans les transports. Effectivement, ça a l'air très prometteur et merci d'avoir expliqué tout ça. La question que je me posais, c'est est-ce que dans le papier, il parle un peu des perspectives, enfin, c'est quoi un peu la suite de cette étude-là? Non, ils n'en parlent pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout au sens où ils disent pas tous les arguments sont réunis. Enfin, ils sont plus discrets que ça. Ouais. Ils en parlent. Ils en parlent, hein, mais ils claironnent pas, quoi.
Genre, je connais des papiers où les gens claironnent plus pour moins de résultats. Mm. Et là où... j'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui est passé derrière moi. Ah, pardon. Là où je les ai trouvés un peu cru, un peu taillant dans le vif. Hein, il consacre deux paragraphes, un dans l'introduction et un dans la discussion. Et en ce sens, je les comprends. Hein, pour dire que le MAV, c'est bien, mais c'est juste un traitement symptomatique d'un des défects mitochondriaux induits par le déficit en mitochondrie. C'est un traitement symptomatique, c'est pas un traitement étiologique. Or là, on est dans la recherche de traitement étiologique, c'est de remonter les taux de frataxine. Et c'est naturellement beaucoup plus prometteur parce que, bien entendu, alors ce qui rappelle dans la discussion, peut-être que j'aurais dû le rappeler aussi, mais dans les modèles animaux de maladie, quand on arrive à réverser le déficit en frataxine, même à des animaux qui sont très évolués dans leur maladie, il y a un rétablissement de la fonction, laissant entendre que c'est pas fini, quoi, que les cellules sont dormantes, non fonctionnelles, mais pas mortes, et que si on rétablit les taux de frataxine normaux, eh bien en fait, les cellules se remettent à fonctionner. Et donc, c'est fondamental hein, comme donnée d'avoir un traitement étiologique comparativement à un traitement symptomatique. Oui, c'est clair. Ils insistent beaucoup dans ce papier-là, en disant que le MAV, c'est bien, mais ça ne fera pas une guérison de maladie. Ça ne peut pas, parce que ce n'est pas étiologique. Et là, on cherche un traitement étiologique. C'est vachement bien. Enfin, c'est vachement mieux. C'est curatif. C'est curateur. Curatif. Curatif. Et puis, c'est la première fois qu'on entend parler de rétrocontrôle, en fait. Et c'était une question qu'on se posait depuis longtemps. Quels sont les rétrocontrôles de la fabrication de frataxine? Oui, si vous vous souvenez, l'année dernière, à Nouan, la question avait été posée à Hélène Puccio, qui avait été un peu évasive dans la réponse, disant que c'était pas trop connu. Bon, bah là, on a un papier qui dit où se passe, en tout cas, l'inhibition de la synthèse de la protéine. Et par chance, on a des inhibiteurs de ces inhibiteurs. Donc, qui dit un inhibiteur d'inhibiteur, dit activateur. Voilà. C'est fait dans quel pays, ça? C'est un travail américain. Américain. Oui, c'est un travail américain. Est-ce que je me demandais quelle était l'équipe qui a travaillé là-dessus? Une équipe du Massachusetts Hospital. Ça, c'est de l'université. Ouais. Oui. Et voilà. Non, c'est. Enfin, moi, j'étais impressionné. Alors, c'est Patricia qui a découvert le papier parce qu'elle est beaucoup plus active que moi dans la veille bibliographique. Elle m'a dit que c'était. Enfin, je trouvais que c'était très compliqué, mais à relire, c'est pas si compliqué que ça. Il y a simplement la notion d'inhibiteur. À force de répéter, on finit par le comprendre, mais au départ, c'est pas naturel. Et puis, ils ont la première étape qui est de tri des inhibiteurs de kinase à large échelle, hein, comme je vous l'ai dit, hein, plusieurs milliers d'inhibitions sur plusieurs centaines de kinases. Il fallait... ils ont fait un pari, là, et puis ils ont des jolis résultats. C'était très, très clair. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore merci à Patricia et Pierre-Marie. Oui, merci. Moi, c'était la deuxième étude scientifique et franchement, celle-ci me réjouit en tout cas de ces annonces et ça donne espoir. Oui. Ouais. Merci. Ouais, absolument. Merci beaucoup. Et les explications étaient bien plus explicites pour moi en tout cas, qui suis quand même novice dans la maladie, comme Émilie, je crois, qui est partie. Mais merci. Ça fait du bien. Je suis pas partie, je suis là, mais j'ai appris des choses et ça m'a semblé accessible aussi. Écoutez, c'est le but de l'affaire. Merci beaucoup. Quel talent, Pierre-Marie. Ouais, c'est ça. Allez, à bientôt alors. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.